Sud Radio, l'invité politique, Jacques Cardoz. L'invité politique dans le studio de Sud Radio, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, vous avez été ancienne ministre de la Santé et des Solidarités. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente du think tank Évidence, dédié à la science dans la société. Bonjour et soyez la bienvenue, Agnès Buzyn, à notre micro. Bonjour. Toute la France se souvient de vous durant la crise du Covid. La vaccination, on s'en souvient, a beaucoup fait parler. Peut-être que ça fait partie de vos motivations aujourd'hui pour justement essayer de replacer la science au cœur du débat. On a hâte de connaître votre actualité. Pourquoi vous êtes placé peut-être ces derniers temps en deuxième ligne, plus dans la réflexion et moins dans la première ligne de la politique? Pourquoi ce choix ? D'abord, c'est important d'avoir le temps de réfléchir. Quand on fait de la politique, on répond à l'urgence du moment, on le voit bien, on court derrière des crises, on court derrière des décisions. Et je pense que c'est important, surtout si on veut construire le prochain quinquennat, de réfléchir aux grandes décisions qu'il va falloir prendre pour améliorer la situation du pays. Donc, j'ai eu besoin de ce temps de la réflexion depuis quelques années. Et ce think tank que j'ai créé, qui s'appelle Évidence, tient à rappeler qu'il est important de tenir compte de la science, des évidences scientifiques dans les décisions publiques que nous allons prendre et que l'idéologie ne peut pas remplacer à un moment le réel. Parce qu'elle est en danger, cette science ? C'est quelque chose que vous ressentez ? La science est en danger partout. On le voit évidemment avec le mouvement MAGA américain et la destruction assez systématique des grandes thématiques scientifiques du moment, notamment le changement climatique. Et la science, elle est en danger. L'obscurantisme revient parce que on prône le bon sens populaire. C'est aussi une façon de dire les élites scientifiques nous ont menti. Le progrès n'est pas au rendez-vous de ce qu'on espérait. C'est vrai, le progrès n'a pas tenu toutes ses promesses. La science n'a pas tenu toutes ses promesses. Pour autant, nous en avons impérativement besoin pour régler les problèmes du moment, notamment l'adaptation au changement climatique, trouver des énergies décarbonées qui soient sans risque. Tout cela, ce sont des questions profondément scientifiques. Justement, puisque vous parlez du climat, vous diriez qu'on n'a pas assez écouté les scientifiques qui alertaient sur le climat, mais en même temps, ce que peuvent penser un certain nombre de gens, c'est peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes directions en matière de climat, qu'on n'a pas répondu suffisamment. On l'a vu récemment, notamment avec la polémique sur les climatisations. Oui, alors, il y a un phénomène qui me frappe, c'est qu'on a tous entendu parler du changement climatique et maintenant c'est rentré dans nos consciences depuis une vingtaine d'années, mais avec un discours qui était la France va prendre 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés en moyenne, avec cette idée que Paris aurait le climat de Séville ou de Rome. Et en fait, ça ne rend pas bien compte de la réalité de ce que nous allons vivre. On a minimisé ? Non, on a parlé de moyens. On a mal expliqué. On a parlé de moyens. Quand je dis je suis pas membre du GIEC ni météorologue, mais en réalité, on nous a laissé penser qu'on allait tout bêtement se réchauffer d'1 ou 2 degrés. La réalité, c'est que nous allons vivre des phénomènes extrêmement divergents de la moyenne. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui. C'est pas tant une moyenne à 1 degré de plus que des crises, notamment des canicules, qui vont défier notre capacité de résistance. Et donc, je pense que ça a induit dans les esprits le fait qu'on allait pouvoir s'adapter à un rythme à peu près normal. Là, on se rend compte que l'adaptation, elle est urgente, et face à des défis de canicule extrême, nous ne sommes pas effectivement préparés. Autre phénomène, juste pour terminer sur la science, phénomène, et c'est vrai de tous les phénomènes naturels, on a toujours l'impression que ça va être progressif. Or, souvent, l'aggravation des phénomènes suit une courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'accélère. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce sentiment, quand on voit une canicule, 2 canicules, 3 canicules, après les périodes d'inondations terribles qu'on a connues cet hiver, vous dites au contraire, ça s'accélère, c'est le signe qu'on est au début de quelque chose qui va aller plus fort. Mais pour être plus précis sur ce que vous nous dites, est-ce qu'on n'a pas tendance à confondre 2 débats ? Le débat global du dérèglement climatique et la question pratique, en fait, qui sont presque 2 questions distinctes. C'est peut-être aussi ça l'effort qui doit être fait. Je dis on parce que c'est aussi les médias, mais évidemment les politiques. En fait, on a opposé 2 choses qu'il faut absolument faire de façon concomitante, qui est réduire nos gaz à effet de serre contre l'adaptation au changement climatique. On est tous d'accord qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. La France est plutôt une très bonne élève. Continuons dans cette voie. On a une énergie décarbonée. Continuons. Mais on a nié
mais le fait qu'il fallait s'adapter plus vite et plus fort, et ça, je pense que c'est maintenant une urgence que tout le monde conçoit. Est-ce que ce sont les idéologues écologistes qui se sont trompés ou est-ce que ce sont les climato-sceptiques qui sont en cause? Je pense que les idéologues sont partout et je pense que malheureusement, c'est pour ça que je reviens toujours à la science. La science, elle ne sert aucune idéologie. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle décrit le réel. Et j'ai envie simplement que collectivement, la France s'attache à la réalité et n'écoute pas des discours simplistes qu'on entend des deux côtés et qui, quelque part, apportent des solutions totalement limitées par rapport aux défis qui sont devant nous. Est-ce que la configuration politique actuelle vous fait craindre précisément un éloignement de la science face à ces décisions politiques et aux arbitrages qui sont nécessaires? Oui, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça qu'on a créé ce think tank, pour rappeler que si nous voulons prendre les bonnes décisions pour ce qui va nous arriver demain, c'est-à-dire avec un changement climatique inéluctable, avec une géopolitique internationale de plus en plus violente, inéluctable aussi, comme je dirais un invariant de ce que nous allons vivre, nous avons intérêt, pour prendre les bonnes décisions, à s'appuyer sur la réalité et à créer, et vraiment c'est mon combat aujourd'hui, une société de résilience. C'est-à-dire qu'on doit tous s'organiser, on doit tous se sentir acteurs. L'État ne pourra pas tout. L'État ne peut pas tout. Il faut que les entreprises se mobilisent, il faut que les citoyens se mobilisent. On voit bien en cas de canicule. On a vu par exemple sur la canicule à quel point ça touche les gens, mais partout. C'est-à-dire que le ferroviaire, on le voit, est déréglé. On voit que dans les entreprises, j'entendais ce matin un restaurateur dire il fait 32 degrés dans ma cuisine à 6 heures du matin. Comment on va faire pour répondre? Et c'est là où je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Il y a d'un côté le discours global sur le réchauffement, le dérèglement climatique et les questions internationales. Et c'est là où il peut y avoir peut-être un peu moins d'idéologie parce que évidemment que la Chine, l'Inde et les États-Unis ont plus d'impact que nous. Et puis de l'autre côté, il y a toute la question pratique et elle intéresse directement les Français. Comment on fait pour répondre à ça ? Alors, on se retrousse les manches. J'ai envie de dire que nous allons avoir besoin de beaucoup d'argent. La transition écologique, la transition face à ces défis... On fait pas assez en la matière aujourd'hui ? Mais nous avons, nous le savons tous, une dette abyssale. Nous consommons quasiment tous nos moyens et nous n'investissons pas assez sur nos enfants, sur l'avenir, sur les infrastructures. On voit comment la SNCF souffre. On voit à quel point les réseaux EDF sont en souffrance. On voit bien qu'on doit investir dans l'adaptation au changement climatique. Ça nécessite des moyens. On ne peut pas prôner que nous allons être plus préparés tout en prenant la retraite à 60 ans. Je pense que les deux sont incompatibles. Nous allons avoir besoin de travailler collectivement plus et créer de la richesse. Je crois savoir à qui vous faites allusion. Vous faites allusion à Marine Le Pen. Je fais allusion à tous ceux qui ont choisi ce combat-là à l'Assemblée ces dernières années, qui me semble surtout en étant ancienne ministre de la Santé, en voyant que nous avons gagné quand même 16 ans d'espérance de vie en l'espace de 2 générations, nous ne pouvons pas concevoir la façon dont nous vivons de la même façon que nos parents qui mouraient à 65 ans. Nous mourrons à 85 ans en moyenne. Donc, il faut nous préparer à ce changement démographique, à ce changement climatique, et c'est très important de réfléchir collectivement à adapter notre société, notamment à être plus souverain. Et je tiens aussi à ce mot. La souveraineté, ça veut dire quoi ? Ne pas dépendre des autres. On l'a vu pendant le Covid, vous avez parlé du Covid tout à l'heure, moi j'ai réalisé pendant le Covid, au moment où je commandais des masques, que tous les masques du monde étaient fabriqués à Wuhan, et que Wuhan était fermé du monde. Mais là, vous comprenez ce que ça veut dire la dépendance. Eh bien, la dépendance, nous l'avons avec les médicaments, nous commençons à l'avoir en agriculture, avec de plus en plus d'importations, de moins en moins d'exportations. Mais là, vous parlez de souveraineté partout. En disant, voilà, il en faut plus. Sauf que dans la réalité, étape après étape, on la voit pas venir, cette souveraineté. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut remettre ce sujet de la résilience de la société, de la création d'une société plus souveraine, moins dépendante, au cœur du débat public. Or, les débats que nous avons aujourd'hui sont des débats souvent culturels, identitaires, qui, à mon avis, ne sont pas le cœur de nos problèmes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis simplement que nous avons des problèmes massifs devant nous si nous voulons préparer la société pour nos enfants. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé et de la Solidarité, vous nous éclairez aujourd'hui sur ce qui vous est cher, à savoir la science, et parce que c'est votre histoire, mais on a, avec votre discours que vous donnez ce matin à l'antenne de Sud Radio, il y a un moment donné, on se dit, mais avec qui ? Qui va porter ces idées-là ? Qui allez-vous soutenir en 2027 ? Est-ce que vous avez fait votre choix ? Alors,
je soutiendrai quelqu'un de raisonnable. On vous a vu pas très loin d'Édouard Philippe récemment. Oui, j'ai été au meeting d'Édouard Philippe. Je travaille avec Elisabeth Borne sur une plateforme programmatique. Et évidemment, je soutiendrai tout candidat qui a un discours de vérité et qui s'appuie sur la science pour prendre les bonnes décisions. Ce sera ça votre critère pour vous? Ça sera ça, le critère principal, revenir au réel et arrêter de promettre aux Français des traitements radicaux, de renverser la table. Je fais souvent l'analogie avec la médecine. Vous savez, la politique, ça ressemble à la médecine. Vous êtes face à un malade très gravement atteint qui a plein de problèmes à résoudre au niveau du rein, du foie, du cœur. Si vous lui promettez le traitement de cheval, vous êtes sûr de le tuer. Eh bien, c'est pas ça que je veux pour notre société aujourd'hui. Alors, vous citez Édouard Philippe, Gabriel Attal et Elisabeth Borne. Lequel a votre préférence? Mais je ne veux pas prendre parti aujourd'hui. Je construis avec Elisabeth Borne des propositions pour l'avenir et nous verrons qui sera capable de les porter. Et est-ce que Elisabeth Borne, à un moment donné, dira pour qui elle souhaite concourir dans cette campagne présidentielle? Je pense que oui, je lui laisse répondre à cette question. Moi, je travaille simplement à construire un avenir pour notre jeunesse. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Alors, vous êtes, on l'a dit, ancienne ministre de la Santé et des Solidarités. Et ici même, à ce micro, l'IFOP nous disait hier que l'un des thèmes qui arrive le plus haut dans les préoccupations des Français, c'est la santé, précisément. Est-ce que aujourd'hui, la situation budgétaire nous permet d'investir dans le secteur de la santé? On sait que le besoin est énorme, malheureusement, c'est une question fondamentale. Malheureusement, on le sait, le gouvernement a du mal à boucler son budget, il cherche encore 9 milliards pour la rentrée. Oui, alors il faudrait une émission très très longue pour expliquer comment transformer le système de santé pour le rendre un peu plus efficace, parce qu'il y a beaucoup de dépenses inutiles en réalité. Et puis il y a un enjeu majeur, c'est celui de la prévention. Dans la prévention, il y a quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux Français, c'est la santé environnementale. On le voit aujourd'hui, notre façon de vivre, nos milieux de vie vont avoir un impact sur notre santé. Et nous avons évidemment beaucoup d'arbitrage à faire sur les questions de santé et environnement, tout en créant, je l'ai dit, une société résiliente, capable d'être souveraine. Donc, je voudrais qu'on parle peut-être de ces enjeux, parce que là encore, on est souvent extrêmement inquiet sur tous les risques subis. On ne prend pas suffisamment en compte les risques que nous prenons pour notre santé, qui sont des risques choisis, de comportement. Et donc, il va falloir que tous on s'interroge sur comment nous vivons pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Agnès Buzyn, une question, parce que c'est l'actualité. Selon toute vraisemblance, l'Assemblée nationale adoptera en dernière lecture le texte sur la fin de vie qui a beaucoup fait parler. On sait que l'Assemblée et le Sénat se sont pas mal opposés. Gérard Larcher menace de saisir le Conseil constitutionnel si le gouvernement ne reporte pas le vote de vendredi. Et on a appris dans la soirée qu'Emmanuel Macron aurait demandé au contraire à donner un petit coup d'accélérateur, alors que, semble-t-il, le Premier ministre, lui, aimerait qu'on prenne son temps. Sur ce point, où vous situez-vous ? Alors moi, j'ai toujours été extrêmement prudente sur la loi fin de vie. J'ai été radicalement opposée pendant très longtemps. Après, j'entends cette demande sociétale de gens qui ne voient pas que nous avions déjà une loi qui s'appelle Claes-Leonetti, qui était insuffisamment appliquée. On aurait pu faire bouger un peu la loi Claes-Leonetti pour qu'elle puisse prendre en compte un certain nombre de pathologies comme les maladies neurodégénératives. C'est vrai que la loi sur la fin de vie, pour moi, elle m'inquiète en ce sens qu'elle peut faire une forme de pression implicite sur les personnes les plus vulnérables. Et donc, ça va dépendre de comment elle sort du Parlement. Quelle va être la version finale ? Pour le moment, certains parlent d'un 2 poids 2 mesures, pardon de vous couper, face à la mort, entre ceux qui ont les moyens de choisir leur fin de vie et les autres qui iraient vers une mort au rabais. Que permettrait ce texte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je n'ai pas suivi les dernières discussions, donc je ne peux pas me prononcer. En tous les cas, il faudra vraiment voir dans les détails comment cette loi s'appliquera, et il faudra être certain que les personnes les plus vulnérables, qui ont l'impression qu'elles sont des poids pour leur famille, ne soient pas amenées quelque part à choisir cette option. C'est ce qui m'inquiète le plus. Merci infiniment Agnès Buzyn d'avoir été l'invitée de Sud Radio. Malheureusement, les minutes passent très très vite. J'aurais aimé rester avec vous encore longtemps, mais ça n'est pas possible.
possible. Il est 8h35. Je vous souhaite une excellente journée. Puis vous reviendrez. Merci, vous reviendrez. avec plaisir. Voilà, très bonne journée à vous. En tous les cas, on se retrouve dans un instant avec Frédéric Dabi pour analyser la situation politique et Noémie Alioua. C'est le grand débrief. À tout de suite sur Sud Radio.